Je suis Sarah Chin, j'ai 31 ans. Il y a 17 jours, je me suis réveillé dans l'unité de soins intensifs cardiaques, avec une cicatrice fraîche sur la poitrine et la certitude que mes parents avaient choisi le vin plutôt que leur petite fille. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des semaines, essoufflement, douleur thoracique irradiant dans mon bras gauche, vertige qui me faisait m'agripper au comptoir et au mur. Mais quand on est mère célibataire d'une fille de 3 ans atteinte d'autisme, on n'a pas le temps d'être malade. On s'accroche. On ignore les symptômes. On se dit que c'est juste le stress, jusqu'à ce qu'on s'effondre au milieu de Target alors que sa fille fait une crise dans l'allée des céréales. Je me souviens des lumières fluorescentes qui tournaient au-dessus de moi. Des visages inquiets des inconnus. Des cris de ma fille Lily, aiguë et terrifiée, parce que sa routine avait été perturbée et que maman ne répondait pas. Quelqu'un a appelé le 911. Quelqu'un d'autre tenait Lily, essayant de la calmer, sans comprendre que le contact d'inconnus ne faisait qu'aggraver les choses. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Ils ont fait un électrocardiogramme juste là, sur le sol, entre les chariots et les Lucky Charms. « Madame, vous faites un événement cardiaque », a dit le chef des ambulanciers. « Nous devons vous emmener à l'hôpital immédiatement. » Ma fille, ai-je haleté. Elle est autiste. Elle a besoin de sa couverture lestée, de son casque anti-bruit. Elle ne peut pas supporter. Nous allons l'emmener avec nous. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler? Je leur ai donné le numéro de mes parents, mon contact d'urgence, les personnes qui étaient censées être là quand tout s'effondrait. Maman a répondu à la 5e sonnerie. Je pouvais entendre le tintement des verres et des rires en arrière-plan. Sarah, tout va bien? Nous sommes à une dégustation de vin à Napa. Maman. Ma voix était faible, tendue. Je me suis effondré. Je fais une crise cardiaque. Il m'emmène à Saint-Maries. J'ai besoin que tu viennes chercher Lily. Elle est terrifiée. Une crise cardiaque? Sarah, tu as 31 ans. Les jeunes ne font pas de crise cardiaque. Es-tu sûr que tu ne fais pas juste une crise de panique? L'ambulancier m'a pris le téléphone. Madame, ici Michael Chin de l'unité paramédicale. Votre fille souffre d'une détresse cardiaque aiguë. Ses niveaux de troponine indiquent des dommages importants aux muscles cardiaques. Elle a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Elle a une fille de 3 ans ici qui a besoin de soutien familial. J'ai entendu le soupir de ma mère. Ce soupir profond et déçu que j'avais entendu toute ma vie. Nous sommes à 3 heures de route. Nous venons de commencer la tournée des vins. Nous avons payé 400 € par personne pour ça. Maman, s'il te plaît. Je pleurais maintenant. Lily a besoin de quelqu'un qu'elle connaît. Elle a besoin de sa routine. Elle a besoin. La voix de mon père est arrivée sur la ligne. Sarah, tu aurais dû mieux planifier. Tu sais que Lily a des besoins spéciaux. Tu devrais avoir des soins de secours prévus pour des urgences comme celle-ci. Ce n'est pas une urgence planifiée, papa. Je fais une crise cardiaque. Eh bien, nous ne pouvons pas tout laisser tomber. Ta mère et moi méritons de profiter de notre retraite. Nous sommes avec les Henderson et les Pratt. Ce serait incroyablement impoli de partir. La mâchoire de l'ambulancier s'est serrée. Il avait entendu chaque mot. Monsieur, votre fille a besoin d'une chirurgie d'urgence. Votre petite fille a une mère qui doit être plus responsable, a interrompu papa. Dites à Sarah d'appeler ce centre de thérapie pour l'autisme. Ils doivent avoir des services d'urgence. La ligne a coupé. J'ai fixé le téléphone. Mon cœur défaillant et endommagé, se brisait d'une manière totalement différente. L'ambulancier m'a rendu mon téléphone. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Avez-vous quelqu'un d'autre? J'ai fait défiler mes contacts avec des mains tremblantes. Mon ex-mari était à Portland avec sa nouvelle famille. Ma meilleure amie était en déploiement en Allemagne. Le centre de thérapie pour l'autisme était fermé le week-end. Puis je me suis souvenu de la carte que le docteur Patterson m'avait donnée il y a 6 mois. Service de soins spécialisés pour l'autisme, soutien d'urgence 24h24 et 7j7. Je l'avais enregistré dans mon téléphone, ne pensant jamais en avoir besoin. Avec l'aide de l'ambulancier, j'ai appelé. Une femme nommée Jennifer a répondu immédiatement. Sac, ici Jennifer.
Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de soins d'urgence pour ma fille de 3 ans atteinte d'autisme. Je suis transporté pour une chirurgie cardiaque d'urgence. Elle est non-verbale, a des problèmes de traitement sensoriel, et elle est déjà dérégulée après m'avoir vu m'effondrer. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend. Arrêtez-vous là, a dit Jennifer doucement. On s'occupe de vous. Où êtes-vous maintenant? Je lui ai donné les détails à travers mes larmes. Les déclencheurs de Lily, ses objets de réconfort, son dispositif de communication, ses restrictions alimentaires, sa routine du coucher. Nous avons une spécialiste nommée Amanda qui travaille avec des enfants autistes non-verbaux depuis 12 ans. Elle peut être à Saint-Maries dans 30 minutes. Elle apportera des outils sensoriels, des routines familières, tout ce dont votre fille a besoin. Combien cela va-t-il coûter? Notre tarif d'urgence est de 85 € de l'heure avec un minimum de 8 heures. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur votre chirurgie. Nous prendrons soin de votre petite fille comme si c'était la nôtre. J'ai failli m'effondrer complètement. Une inconnue offrait ce que mes propres parents refusaient. Merci, ai-je chuchoté. Merci beaucoup. Maman, vous allez aller bien, et Lily aussi. Si vous appréciez vraiment cette histoire, pourriez-vous appuyer sur ce bouton j'aime? Cela m'aide à continuer de créer du contenu comme celui-ci. Les urgences étaient un flou de médecins, de tests et de conversations urgentes. Mon cœur lâchait. L'artère interventriculaire antérieure, celle qu'ils appellent la faiseuse de Veuve, était bloquée à 95%. J'avais besoin d'une chirurgie immédiate ou je serais morte dans les heures qui suivaient. Lily était dans une salle d'attente pédiatrique avec Amanda, la spécialiste SAC. À travers ma brume préopératoire, je pouvais les voir sur un moniteur que les infirmières avaient installé. Amanda n'essayait pas de forcer Lily à établir un contact visuel ou à parler. Elle était assise parallèlement à elle, lui montrant un emploi du temps visuel sur un iPad, laissant Lily contrôler l'interaction. Les cris de ma fille s'étaient arrêtés. Elle était encore stressée, se balançant d'avant en arrière, battant des mains, mais elle n'était plus en crise. Une inconnue avait désamorcé la crise de ma fille en 30 minutes. Mes parents ne pouvaient pas prendre la peine de conduire 3 heures. Le docteur Harrison, mon cardiologue, est venu m'expliquer la chirurgie. Il était dans la cinquantaine, avec des yeux doux et des mains sûres. Mademoiselle Chin, nous envisageons un pontage coronarien d'urgence. Nous allons prendre un vaisseau de votre jambe et l'utiliser pour contourner le blocage. La chirurgie dure environ 4 heures. La récupération sera de 6 à 8 semaines. Vais-je survivre? Il a fait une pause. Votre âge joue en votre faveur. Mais je ne vais pas mentir. C'est sérieux. Le blocage est sévère. Si nous n'opérons pas maintenant, vous avez des heures tout au plus. Et si la chirurgie tourne mal, alors nous ferons tout notre possible pour vous ramener. J'ai pensé à Lily, à qui s'occuperait d'elle si je mourais. Mes parents qui ne pouvaient pas interrompre une dégustation de vin? Mon ex qui était parti parce qu'il ne pouvait pas gérer le diagnostic d'autisme? Je dois prendre des dispositions, ai-je dit. Des dispositions légales pour ma fille. Le docteur Harrison a hoché la tête. Nous avons une assistante sociale qui peut aider. Mais Sarah, nous devons faire vite. L'assistante sociale m'a aidé à rédiger un document de tutelle d'urgence. Si je ne survivais pas à la chirurgie, la garde irait à ma colocataire d'université, Michelle, à Seattle. Pas mes parents. Jamais mes parents. Alors qu'ils me conduisaient vers la salle d'opération, j'ai fait quelque chose que je faisais depuis 7 ans, chaque mois sans poser de questions. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai navigué vers les virements automatiques. Il était là, 2800 €. Envoyé le premier de chaque mois sur le compte de mes parents. Commencé quand j'avais 24 ans, fraîchement sorti de l'université avec mon premier vrai travail. Papa avait été licencié. Le travail à temps partiel de maman ne suffisait pas. Ils allaient perdre leur maison. Juste pour quelques mois, avait dit papa. Juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau. 7 ans plus tard, papa avait trouvé quelque chose de nouveau, la retraite. Maman avait trouvé quelque chose de nouveau, les clubs de lecture, les dégustations de vin et les virées shopping. Et j'avais continué à envoyer de l'argent parce qu'ils ne m'avaient jamais demandé d'arrêter, parce que je croyais que c'était ce que faisaient les bonnes filles. 2800 € par mois. 12 mois par an.
7 ans. 235 200 €. Un quart de million d'euros que j'avais envoyé à des gens qui choisissaient le vin plutôt que leur petite fille. J'ai annulé le virement automatique. Puis j'en ai mis en place un nouveau, du même montant, 2800 € par mois, vers un trust pour besoins spéciaux pour Lily. Pour sa thérapie, son éducation, son avenir. L'anesthésiste mettait le masque sur mon visage. Comptez à rebours à partir de 10, a-t-elle dit doucement. 8. J'ai pensé au sourire de Lily quand elle a enfin établi un contact visuel le mois dernier. À la façon dont elle avait signé « Je t'aime » à sa manière modifiée hier encore. 6. J'ai pensé à mes parents choisissant Napa plutôt que nous. 4. J'ai pensé à Amanda, l'inconnu qui était venu. 3. La famille, c'est ceux qui sont présents. 2. Tout est devenu noir. Je me suis réveillé au bip régulier des moniteurs et à la douleur sourde d'une poitrine qui avait été ouverte et recousue. Ma gorge était à vif à cause du tube respiratoire. Chaque respiration ressemblait à du verre brisé, mais j'étais vivante. Une infirmière vérifiait mes signes vitaux. Bon retour parmi nous, Sarah. La chirurgie s'est parfaitement déroulée. Le docteur Harrison viendra bientôt vous parler. Ma fille, ai-je coassé? Lily? Elle va bien. Elle est dans la zone familiale avec sa spécialiste. Ils ont installé un petit coin sensoriel pour elle. Elle se porte à merveille. Des larmes ont coulé de mes yeux. Soulagement, gratitude, amour. Le docteur Harrison est entré 1 heure plus tard. Vous avez été magnifique. Le pontage est solide. Vous aurez besoin de réadaptation cardiaque et de changement de mode de vie, mais Sarah, vous allez vous en sortir. C'était grave à quel point? Vraiment? Il s'est assis, et son expression est devenue sérieuse. Vous étiez à quelques minutes de l'arrêt cardiaque complet. Si vous aviez attendu 1 heure de plus, même 30 minutes de plus, vous n'auriez pas atteint la salle d'opération. Il a fait une pause. Savez-vous ce qui a causé ça? Une mauvaise génétique? Le stress, en partie. Mais Sarah, vos antécédents médicaux montrent que vous subissez un stress chronique extrême depuis des années. Élever seul un enfant a besoins spéciaux sans système de soutien. Tension financière. La réaction constante de combat ou de fuite a littéralement endommagé votre cœur. J'ai assimilé ça. Mon cœur s'était brisé à force de tout porter toute seule. Il y a autre chose, a dit le docteur Harrison. J'ai appelé votre contact d'urgence, vos parents, pour les informer que la chirurgie avait réussi et que vous étiez stable. Ma poitrine s'est serrée, et cela n'avait rien à voir avec le pontage. Votre père a répondu. Je lui ai dit que vous aviez survécu à une chirurgie critique et que vous auriez besoin d'un soutien important pour votre rétablissement. Il a dit, et je cite, « C'est bon à entendre. Faites-nous savoir quand elle sera remise sur pied. » La voix du docteur Harrison était soigneusement neutre. Puis il a demandé s'il serait toujours en mesure de s'occuper de Lily ou s'il devait gérer cette situation. Gérer cette situation, ai-je répété. Il a appelé ma fille une situation? Je l'ai informé que cette situation était sa petite fille qui avait été terrifiée et seule pendant que sa mère subissait une chirurgie vitale. Il a dit, eh bien, Sarah a choisi de garder le bébé malgré l'autisme. Elle doit assumer les conséquences. Le moniteur cardiaque a commencé à biper plus vite. Respirez, Sarah, a dit l'infirmière en ajustant quelque chose sur ma perfusion. Ne faites pas grimper votre tension artérielle. Le docteur Harrison s'est penché en avant. Je suis cardiologue depuis 26 ans. J'ai vu beaucoup de dynamiques familiales, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Les gens qui auraient dû être là n'y étaient pas. Et les gens qui étaient là étaient des inconnus qui se sont plus souciés de votre fille en 4 heures que vos parents en 3 ans. 3 ans. Amanda m'a dit que Lily avait été diagnostiquée à 18 mois. Elle a dit, vous avez géré sa thérapie, ses soins, tout son système de soutien toute seule. Que vos parents ont visité exactement 2 fois depuis le diagnostic, et les 2 fois se sont plaints du comportement de Lily. J'ai fermé les yeux. C'était vrai. Tout ça. J'ai dit quelque chose à votre père, a continué le docteur Harrison. Je lui ai dit que sa fille avait failli mourir parce que son cœur ne pouvait pas supporter le stress de tout faire toute seule. Qu'elle se tuait à essayer d'être assez pour tout le monde. Assez pour Lily.
Assez pour son travail. Assez pour envoyer l'argent chaque mois. Mes yeux se sont ouverts brusquement. Vous saviez pour l'argent? L'assistante sociale a trouvé les relevés bancaires lorsque vous mettiez en place les documents de tutelle. Elle me les a montrés parce que c'était pertinent pour vos niveaux de stress. Il a secoué la tête. Vous leur envoyez près de 3 000 € par mois tout en travaillant à temps plein et en vous occupant seul d'un enfant à besoins spéciaux. Ce n'est pas juste généreux, Sarah. C'est autodestructeur. Ils avaient besoin d'aide. Ils avaient besoin de s'aider eux-mêmes. Et plus important encore, ils avaient besoin de vous aider. Il s'est levé. J'ai dit tout cela à votre père. Je lui ai dit que vous aviez annulé les paiements depuis votre lit d'hôpital et que vous redirigeriez cet argent vers les soins de Lily. Savez-vous ce qu'il a dit? J'ai attendu. Il a dit, elle ne peut pas faire ça. C'est notre argent. Le moniteur cardiaque a bipé plus vite à nouveau. Pas est-ce qu'elle va bien? Pas que pouvons-nous faire pour aider? Pas nous arrivons tout de suite. La voix du docteur Harrison était froide. La première préoccupation de votre père était de perdre de l'argent qu'il n'avait jamais gagné. Qu'avez-vous dit? Je lui ai dit que ce n'avait jamais été son argent. Que sa fille subventionnait son style de vie par amour et de voir alors qu'elle travaillait littéralement jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Puis je lui ai dit qu'en tant que votre médecin, je recommandais 0 contact avec des facteurs de stress pendant votre rétablissement, et que sur la base de cette conversation, il se qualifiait comme un facteur de stress important. Vous n'avez pas fait ça. Je l'ai absolument fait. Puis je lui ai raccroché au nez. J'ai commencé à rire. Ça faisait mal à ma poitrine, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Votre travail maintenant est de guérir, a dit le docteur Harrison. Guérison physique et guérison émotionnelle. Vous avez un long chemin devant vous. Mais Sarah, vous n'avez plus à le parcourir seule. Amanda vous a déjà mis en contact avec des groupes de soutien pour parents célibataires d'enfants autistes. L'assistante sociale de l'hôpital a des ressources pour l'aide financière et les soins de répit. Vous avez des gens qui veulent aider. Des inconnus, ai-je dit. Des gens qui ne me connaissent même pas. Des gens qui vous voient, a-t-il corrigé. C'est plus précieux que l'ADN. Au cours des 3 jours suivants aux soins intensifs, j'ai eu des dizaines de visiteurs. Amanda a amené Lily pour des visites structurées soigneusement chronométrées. Michel a appelé de Seattle, cherchant déjà comment déménager sa famille plus près pour aider. Mes collègues ont organisé un roulement pour les repas. L'équipe de thérapie de Lily a envoyé des cartes et a proposé d'ajuster les horaires en fonction de mon rétablissement. Mes parents ont envoyé un texto. Content que tu ailles bien. Nous devons parler de la situation financière quand tu te sentiras mieux. J'ai bloqué leur numéro. Le 4e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. La porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte et un homme âgé est entré. Fin de la soixantaine, portant un cardigan et des lunettes à monture métallique. Sarah Chin, a-t-il demandé. Oui. Je suis Robert Chin. Ton grand-père. J'ai fixé cet homme. Le père de mon père, l'homme que j'avais rencontré exactement 3 fois dans toute ma vie parce que papa avait coupé les ponts avec lui il y a 20 ans à cause d'une dispute familiale que je n'avais jamais complètement comprise. Comment avez-vous, ai-je commencé? Le docteur Harrison m'a appelé. Il m'a retrouvé grâce au dossier de l'hôpital et m'a dit ce qui s'était passé. Ce que tes parents ont fait. Ce qu'ils n'ont pas fait. Il a tiré une chaise près de mon lit. Je dois te dire quelque chose à propos de ton père. J'ai attendu. Il y a 20 ans, ton père m'a demandé de l'argent. Beaucoup d'argent. Il avait fait de mauvais investissements et était sur le point de tout perdre. Je lui ai donné 100 000 € de mes économies de retraite pour le renflouer. Je lui ai dit que ce n'était pas un prêt. C'était un cadeau. Sans condition. Je ne savais pas ça. Il ne m'a jamais remercié. Ne l'a jamais reconnu. 6 mois plus tard, il en a demandé plus. Quand j'ai dit non, que j'avais donné ce que je pouvais me permettre, il m'a accusé de favoritisme, d'aimer sa sœur plus que lui, d'être un père terrible. La voix de Robert était stable mais triste. Il a coupé tout contact. A refusé de me laisser te voir. A dit à tout le monde que j'étais une personne toxique qui avait abandonné la famille. Mais vous ne l'avez pas fait. Non. J'ai envoyé des cartes d'anniversaire chaque année.
Elles sont toutes revenues non ouvertes. J'ai mis en place un fonds universitaire pour toi de toute façon. Ton père l'a découvert et a menacé de poursuites judiciaires si j'essayais de te contacter. Alors, j'ai attendu. Je me suis dit qu'un jour tu serais adulte et pourrais faire tes propres choix. Pourquoi n'avez-vous pas pris contact quand j'ai eu 18 ans? Je l'ai fait. J'ai envoyé une lettre à ton adresse universitaire. Ton père l'a interceptée. Il t'a dit que j'étais mort. Mon moniteur cardiaque a commencé à biper de manière irrégulière. Il a fait quoi? Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il avait menti jusqu'à ce que le docteur Harrison m'appelle. Il a mentionné que tu semblais surprise que je sois en vie. J'ai eu l'impression d'être éviscéré une nouvelle fois. Mon père m'a dit que vous étiez mort quand j'avais 19 ans. Nous avons même eu un service commémoratif. J'ai pleuré pendant des semaines. Les yeux de Robert se sont remplis de larmes. Je suis tellement désolé, Sarah. Je n'ai jamais cessé d'essayer de te joindre. Mais ton père s'est assuré que je ne le puisse pas. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Parce que je connaissais la vérité sur lui. Parce que j'avais vu ses schémas. Parce que je t'aurais dit ce qu'il était vraiment, un homme qui prend et ne donne jamais rien en retour. Il a fouillé dans la poche de son cardigan et en a sorti une enveloppe. C'est pour toi. Le fonds universitaire que j'ai mis en place. Je ne pouvais pas te le donner à l'époque, mais je le peux maintenant. À l'intérieur se trouvait un relevé bancaire. Un fonds d'éducation à mon nom, intact depuis 13 ans. 127 000 €. J'ai investi les 50 000 € initiaux et ça a fructifié, a dit Robert. C'est à toi. Pour la thérapie de Lily, pour ton rétablissement, pour tout ce dont tu as besoin. Je ne pouvais pas parler. Il y a autre chose, a-t-il continué. Le docteur Harrison m'a parlé de l'argent que tu envoyais à tes parents. Des 235 000 € sur 7 ans. Il a secoué la tête. C'était mon argent, Sarah. Les 100 000 € que j'ai donnés à ton père il y a 20 ans. Il ne les a jamais utilisés pour sauver sa maison. Il les a mal investis, en a perdu la moitié, et a lentement drainé le reste depuis. Tes paiements mensuels ne les aidaient pas à survivre. Ils finançaient leur style de vie pendant que l'argent du renflouement initial disparaissait. Il a menti sur tout. Oui. Et je suis tellement désolé que tu aies hérité de ses conséquences. Mais Sarah, tu es libre maintenant. Tu connais la vérité. Tu as coupé le cordon financier. Tu peux guérir. Il s'est levé avec précaution. J'aimerais faire partie de ta vie. Et de celle de Lily. Si tu veux bien de moi. Je sais que je suis un inconnu, mais vous êtes la première personne de ma famille qui m'a choisi, ai-je dit. Cela fait de vous plus que de la famille. Cela fait de vous un miracle. Il a souri. J'ai apporté quelque chose pour Lily. Puis-je? Il a sorti un petit coussin lesté dans un tissu violet doux, la couleur préférée de Lily. Amanda m'a parlé de ses besoins sensoriels. Je l'ai fait moi-même. Je faisais de la menuiserie et de la couture avant que mon arthrite ne s'aggrave. Vous avez fait ça pour elle? Je fabrique des choses pour elle depuis 3 ans. Depuis que j'ai découvert son diagnostic par des canaux alternatifs. Il a eu l'air penaud. J'ai peut-être engagé un détective privé pour garder un œil sur vous après que ton père m'ait coupé les ponts. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. Quand j'ai appris pour l'autisme de Lily, j'ai commencé à faire des recherches, à apprendre, à me préparer pour le jour où je pourrais être autorisé à être son grand-père. Je pleurais maintenant. De gros sanglots qui faisaient hurler ma poitrine de douleur, mais je m'en fichais. A dit Robert doucement. Ne te fais pas mal. Garde ces larmes pour quand tu seras guéri. Ce sont des larmes de joie, ai-je réussi à dire. Je pensais que j'étais seul. Je pensais que Lily et moi n'avions personne. Tu n'as jamais été seul. Tu ne pouvais juste pas me voir à travers les mensonges de ton père. Amanda a amené Lily pour les heures de visite du soir. Ma fille a jeté un coup d'œil au coussin lesté violet et s'est immédiatement assise avec, son petit corps se relaxant. Robert s'est assis parallèlement à elle, exactement comme Amanda le lui avait appris lors de leur consultation téléphonique. Il n'a pas essayé de la toucher ou de forcer l'interaction. Il existait juste dans son espace, calme et silencieux. Après 5 minutes, Lily s'est rapprochée de lui. Après 10,
elle s'est appuyée contre sa jambe. « Bonjour, Lily », a dit Robert doucement. « Je suis ton arrière-grand-père. J'attendais de te rencontrer depuis très longtemps. » Lily n'a pas répondu verbalement, elle ne le faisait jamais. Mais elle a pris sa main et l'a placée sur le coussin lesté, lui montrant la texture. « C'est très doux », a dit Robert. « Je suis content que tu aimes ça. » J'ai regardé cet homme, cet inconnu qui était plus ma famille que mes propres parents, se connecter avec ma fille d'une manière que mes parents n'avaient jamais essayé. Le 6e jour, j'ai été transféré dans une chambre normale. Le docteur Harrison a autorisé ma sortie dans 2 jours supplémentaires avec des instructions strictes, pas de stress, pas de port de charge lourde, réadaptation cardiaque 3 fois par semaine, et 0 contact avec des personnes qui élevaient ma tension artérielle. Ce soir-là, le téléphone de ma chambre d'hôpital a sonné. L'infirmière a vérifié l'identifiant de l'appelant. « C'est un indicatif régional de la vallée de Napa », a-t-elle dit. « Voulez-vous que je réponde ? » « Non. » « Bloquez le numéro. » Elle a hoché la tête avec approbation. Bon instinct. Mais mon téléphone portable, celui qu'Amanda chargeait pour moi, montrait 37 appels manqués des numéros de mes parents et un message vocal. Contre mon meilleur jugement, j'ai écouté. La voix de mon père, « Sarah, c'est ridicule. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Nous sommes une famille. Nous méritons au moins une explication. Ta mère est très contrariée. Tu lui causes un stress important. Rappelle-nous immédiatement pour qu'on puisse résoudre ça comme des adultes. Pav, est-ce que tu vas bien? Pav, nous sommes désolés. Pav, nous aurions dû être là. Juste des exigences et des blâmes. J'ai supprimé le message vocal. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai changé mon contact d'urgence de mes parents à Robert. J'ai mis à jour mon testament pour faire de lui le tuteur de Lily s'il m'arrivait quelque chose. Je l'ai ajouté à mes documents de prise de décision médicale. J'ai effacé mes parents de chaque lien légal qui nous liait. Le jour de ma sortie, Robert m'a ramené à la maison dans sa Buick ancienne mais immaculée. Lily était dans son siège auto, jouant avec un jouet sensoriel qu'il avait fabriqué à un carré en bois avec différentes textures de chaque côté. « J'ai organisé quelque chose », a dit Robert alors que nous entrions dans mon complexe d'appartements. « J'espère que tu ne m'en voudras pas de cette audace. » Quel genre de choses? J'ai fait jouer quelques relations. J'étais entrepreneur général avant de prendre ma retraite. J'ai des amis qui me doivent des faveurs. Il s'est garé sur ma place de parking. Il y avait 3 camions là. Des hommes déchargeaient des rampes, des barres d'appui. Qu'est-ce que c'est? Tu vas avoir besoin d'aménagement pendant ta récupération, a dit Robert. Tu ne peux pas monter les escaliers facilement. Tu ne peux pas soulever Lily. Tu dois éviter les efforts. Il a souri. Alors, j'ai demandé à mon équipe de rendre ton appartement accessible. Rampes installées, barres d'appui dans la salle de bain, conversion en douche accessible. Tout ce dont tu as besoin. Robert, je ne peux pas me permettre. Tu ne paies pas. C'est moi. Et avant que tu ne discutes, rappelle-toi que j'ai manqué 31 ans de vie de grand-père. Laisse-moi rattraper le temps perdu. J'ai regardé ces hommes des inconnus, des amis de mon grand-père transformer mon espace en quelque chose dans lequel je pourrais naviguer pendant ma récupération. Ils ont travaillé pendant 4 heures. Ils ont refusé d'être payés. L'un d'eux, un homme nommé Jerry, avait un petit-fils autiste. On prend soin des nôtres, a dit Jerry simplement. La famille de Robert est notre famille. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie dans son lit, je me suis assise avec Robert dans mon salon nouvellement accessible. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi faire tout ça pour quelqu'un que vous connaissez à peine? Parce que je connais ton père, a dit Robert. Je sais de quoi il est capable. L'égoïsme, la manipulation, la façon dont il utilise les gens et les jette. Il m'a regardé fixement. Tu méritais mieux que lui. Tu méritais une famille qui soit présente. Et puisque je n'ai pas pu être cette famille pendant 31 ans, je vais l'être maintenant. Je ne sais pas comment accepter de l'aide. Je sais. Ton père s'est assuré que tu sois autosuffisante au point de l'autodestruction. Mais Sarah, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. C'est de la survie. 3 semaines après le début de ma récupération,
j'ai reçu une lettre recommandée. En-tête juridique. Mes parents me poursuivaient pour abandon financier et abus envers personnes âgées. J'ai appelé Robert, paniqué. Ils prétendent que je les ai abandonnés financièrement. Que j'ai promis de les soutenir et que je me suis rétracté. Qu'ils ont pris des décisions de vie basées sur mon engagement financier. Robert est resté silencieux un moment. Puis, as-tu des documents prouvant les virements? Oui, tous. Et as-tu déjà signé quoi que ce soit promettant un soutien à long terme? Non, c'était juste quelque chose que je faisais. Alors ils n'ont pas de dossier. Laisse-moi passer quelques appels. Il m'a mis en contact avec son avocate, une femme vive nommée Patricia qui pratiquait le droit de la famille depuis 30 ans. C'est du harcèlement, a dit Patricia après avoir examiné les documents. Ils essaient de vous intimider pour que vous repreniez les paiements. Nous allons répondre par une mise en demeure. S'ils continuent, nous contre-attaquerons pour détresse émotionnelle. Peuvent-ils vraiment faire ça? Poursuivre leur propre fille? Ils peuvent essayer, mais Sarah, ils vont perdre. Et plus important encore, le juge verra exactement quel genre de personnes ils sont. L'affaire n'est jamais allée au tribunal. La lettre de mise en demeure de Patricia était si complète, si dévastatrice dans sa documentation du comportement de mes parents, que leur avocat s'est retiré. Mais la lettre a fait autre chose. Elle a souligné chaque moment manqué, chaque fois qu'ils avaient choisi la commodité plutôt que leur fille, chaque euro que j'avais envoyé tout en luttant en tant que mère célibataire, chaque séance de thérapie pour Lily qu'ils avaient sauté, chaque étape importante qu'ils avaient manquée. Patricia avait inclus la déclaration du docteur Harrison à la vie professionnelle du cardiologue selon lequel le stress chronique dû au manque de soutien familial avait contribué à mon insuffisance cardiaque à 31 ans. L'avocat de mes parents a envoyé un dernier message, ses clients reconsidéraient la relation et allaient prendre leur distance avec moi. Comme s'ils avaient été ceux qui étaient présents. 6 mois après ma chirurgie, je suis tombé sur ma mère à l'épicerie, le même magasin où je m'étais effondré, bien que je l'ai évité jusqu'à ce que mon thérapeute dise que je devais me réapproprier l'espace. Elle était au rayon vin. Bien sûr. Sarah. Elle a eu l'air surprise. Puis ses yeux se sont posés sur Lily, qui était dans le caddie avec son casque anti-bruit et tenant son appareil de communication. Et Lily. Maman. Nous sommes restés là dans un silence gêné. Lily était concentrée sur son appareil, inconsciente de la tension. Tu as l'air bien, a finalement dit maman. J'ai entendu dire que la chirurgie avait réussi. C'est le cas. C'est bien. C'est bien. Elle a changé de pied. Sarah. À propos de tout ce qui s'est passé. Ton père et moi avons réfléchi. Ne fais pas ça. Ne pas faire quoi? N'essaie pas de reconstruire ça. Ne fais pas semblant de t'en soucier soudainement. Ne réécris pas l'histoire pour te faire passer pour la victime. Son visage s'est durci. Nous sommes tes parents. Nous méritons le respect. Vous étiez mes parents. Au passé. Et le respect se gagne, il ne s'exige pas. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé. Vous avez fait le strict minimum requis par la loi et avez ensuite passé 31 ans à me rappeler que je devrais en être reconnaissante. J'étais calme. Étonnamment calme. J'ai failli mourir, maman. Mon cœur a littéralement lâché à cause du stress. Et ta première préoccupation était des billets de dégustation de vin et de l'argent. Ce n'est pas juste. Tu nous fais passer pour des monstres. J'énonce des faits. Quand j'avais le plus besoin de vous, vous avez choisi Napa. Quand Lily avait besoin de ses grands-parents, vous l'avez appelé une situation. Quand j'ai fixé des limites, vous m'avez poursuivi en justice. Ton père pensait. Je me fiche de ce que papa pensait. Je me fiche de ce que tu penses. Je me soucie de ce que vous avez fait. Et ce que vous avez fait, c'est vous choisir vous-même. À chaque fois. Lily commençait à s'agiter. Je devais continuer à bouger, la garder régulée. Je dois y aller, ai-je dit. Lily a besoin de maintenir sa routine. Sarah, attends. La voix de maman s'est brisée. Ne peut-on pas juste recommencer? Oublier le passé? Le passé est l'endroit où tu m'as montré qui tu es. Je te crois maintenant. J'ai poussé le caddie devant elle. Elle a appelé mon nom une fois de plus, mais je ne me suis pas retourné.
Lily a signé une maison sur son appareil. Oui, bébé, ai-je dit. On rentre à la maison. 1 an après la chirurgie, j'ai reçu le feu vert du docteur Harrison. Récupération cardiaque complète. Ma fraction d'éjection était normale. Le pontage fonctionnait parfaitement. J'étais en meilleure santé que je ne l'avais été depuis 5 ans. Vous avez fait le travail, a dit le docteur Harrison lors de mon dernier rendez-vous. La réhab, la gestion du stress, les limites. Vous avez sauvé votre propre vie, Sarah. Vous avez sauvé ma vie. J'ai réparé votre cœur. Vous avez réparé votre vie. Il y a une différence. Robert était dans la salle d'attente avec Lily quand je suis sorti. Elle lui montrait quelque chose sur son iPad, une nouvelle séquence de communication qu'elle avait apprise. Regarde ça, a dit Robert fièrement. Elle m'a dit qu'elle est fière de toi. Toute seule. A utilisé cette icône différente. J'ai regardé l'écran. Lily avait effectivement créé une séquence, maman plus fort plus cœur plus mieux plus heureux plus moi plus fier. Je l'ai prise dans mes bras, sentant la force dans mon corps qui n'était pas là il y a 1 an. L'endurance, la santé. Je suis fier de toi aussi, ma petite fille, ai-je chuchoté dans ses cheveux. Ce soir-là, Robert est venu dîner. C'était devenu notre tradition du dimanche. Il avait appris à faire des plats adaptés aux besoins sensoriels de Lily. Elle avait appris que papy Robert était sûr. Je dois te dire quelque chose, a dit Robert après que Lily soit au lit. Je mets à jour mon testament. Robert, tu n'es pas obligé. Chut. Écoute. Il a souri. Tout va à toi et Lily. La maison à Pasadena, les investissements, les économies, tout. Et papa? Tes autres petits-enfants? Ton père a fait ses choix. Il a choisi l'argent et l'orgueil plutôt que la famille. Ses enfants ne savent pas que j'existe. Il s'en est assuré. Mais toi et Lily, vous êtes ma famille maintenant. La famille que je choisis. C'est beaucoup d'argent. C'est environ 800 000 € au total. La maison seule vaut 600 000 €. Je veux que ça aille à des gens qui le valoriseront, qui l'utiliseront pour construire quelque chose de bien. Il a fait une pause. Je veux que Lily ait toutes les opportunités, toutes les thérapies, toutes les chances d'être pleinement elle-même. Elle a déjà ça parce que tu le lui donnes. Mais imagine ce que tu pourrais faire sans stress financier, sans travailler 60 heures par semaine, sans choisir entre les rendez-vous de thérapie et le loyer. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais beaucoup ces jours-ci, mais c'était des larmes différentes. Des larmes de guérison, des larmes de gratitude. Je ne sais pas comment te remercier, ai-je dit. Tu l'as déjà fait. Tu m'as laissé entrer. Tu m'as laissé aimer Lily. Tu m'as donné une seconde chance d'être grand-père. Ses yeux étaient humides aussi. Ça vaut plus que tout l'argent que je pourrais jamais te donner. 2 ans après la chirurgie, j'ai reçu un email inattendu de Vanessa, ma jeune sœur, l'enfant prodige, celle qui avait toujours eu l'approbation de maman et papa. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je ne t'en voudrais pas si tu supprimais ceci, mais je dois te dire quelque chose. Maman et papa m'ont demandé de commencer à aider avec leurs factures l'année dernière. Ils ont dit qu'ils avaient des problèmes depuis que tu les avais abandonnés. Je leur envoie 1 500 € par mois depuis 14 mois. Ça fait 21 000 €. La semaine dernière, j'ai découvert qu'ils étaient partis pour une autre vacance dans la région viticole. Ils ont dépensé 6 000 € en un week-end. Quand je les ai confrontés, papa a dit que je leur devais ça pour m'avoir élevé. Maman a dit que j'étais égoïste de remettre en question la façon dont ils dépensaient leur argent. Je comprends enfin ce que tu as essayé de me dire, ce que tu as vécu, comment ils t'ont utilisé. J'arrête les paiements. Je fixe des limites. Et je suis désolé de ne pas t'avoir cru plus tôt. Je suis désolé d'avoir pris leur parti quand ils t'ont poursuivi. Je suis désolé pour tout. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur tout. Ta sœur, Vanessa. J'ai lu l'email 3 fois. Une partie de moi se sentait justifiée. Une partie de moi se sentait juste triste. J'ai répondu, Vanessa, merci de me l'avoir dit. J'espère que tu trouveras la force de maintenir tes limites. Tu mérites mieux que d'être un distributeur automatique.
Je ne suis pas encore prête à reconstruire notre relation. Peut-être un jour, mais j'apprécie ton honnêteté. Prends soin de toi. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle, et c'était bien ainsi. Lily a 5 ans maintenant. Elle parle par phrase de 3 mots. Elle établit un contact visuel quand elle le veut. Elle a des amis de son école maternelle adaptés à l'autisme. Elle appelle Robert papy. C'est le seul grand-parent qu'elle connaît. La semaine dernière, nous étions au parc. Lily était sur les balançoires. Robert la poussait doucement et je regardais depuis un banc, reconnaissante pour un corps qui pouvait respirer profondément et un cœur qui battait fort. Une autre mère s'est assise à côté de moi. Votre fille est magnifique. Voit-elle souvent ses autres grands-parents? Elle a un grand-parent, ai-je dit en regardant Robert et Lily. Celui qui compte. Et vos parents? Ils ont choisi le vin plutôt que leur petite fille pendant une urgence médicale. Alors, je me suis choisi moi et ma fille plutôt qu'eux. La femme a eu l'air choquée. Ils ont vraiment fait ça? Ils l'ont vraiment fait. Et ça m'a appris la leçon la plus précieuse de ma vie. L'ADN ne fait pas de quelqu'un une famille. Être présent, oui. Voici ce que j'ai appris de la chirurgie qui a failli me tuer. Votre corps tient les comptes. Il sait quand vous portez un poids que vous ne devriez pas avoir à porter. Il sait quand vous donnez des morceaux de vous-même à des gens qui ne les valorisent pas. Il sait quand vous mourrez par manque de soutien. Mon cœur s'est littéralement brisé à force de tout faire seul tout en soutenant des gens qui refusaient de me soutenir en retour. Mais voici l'autre chose que j'ai apprise. Quand vous relâchez les gens qui vous drainent, vous faites de la place pour les gens qui vous remplissent. Quand vous arrêtez de financer votre propre maltraitance, vous pouvez investir dans votre propre avenir. Quand vous acceptez que certaines personnes ne seront jamais ce dont vous avez besoin qu'elles soient, vous pouvez trouver les personnes qui le sont déjà. Je pense à ces 235 200 € parfois. L'argent que je ne récupérerai jamais. L'argent qui aurait pu changer la vie de Lily. L'argent qui aurait pu prévenir une partie de mon stress. Mais je pense aussi à ce que j'ai gagné en leur coupant les vivres. La paix. La guérison. Robert. Une compréhension claire de ma valeur. Une famille construite sur le choix plutôt que sur l'obligation. Ça vaut plus que n'importe quelle somme en euros. Mes parents envoient une carte chaque année pour l'anniversaire de Lily. Je ne les ouvre pas. Elles vont directement dans une boîte dans le garage. Peut-être qu'un jour Lily posera des questions à leur sujet. Peut-être qu'elle ne le fera pas. Quoi qu'il en soit, elle saura qu'elle a eu un papy qui venait chaque dimanche, qui a appris sur l'autisme pour elle, qui lui a construit une salle sensorielle dans sa maison, qui l'aimait exactement comme elle est. Je m'appelle Sarah Chin. J'ai 33 ans. Je suis une mère, une fille et une petite fille. J'ai eu une crise cardiaque à 31 ans parce que je portais un poids qui n'était pas le mien. Parce que je finançais des gens qui refusaient d'être présents. Parce que je croyais que je devais gagner un amour qui aurait dû être gratuit. Il y a 2 ans, mes parents ont choisi une dégustation de vin plutôt que leur petite fille à besoins spéciaux. Un cardiologue qui me connaissait à peine leur a montré qui ils étaient vraiment. Un grand-père dont on m'avait dit qu'il était mort m'a donné la famille que je méritais. Et moi? Je m'épanouis. Mon cœur est fort. Ma fille s'épanouit. Mon grand-père lui apprend à construire des choses avec du bois et de l'amour. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est de construire une belle vie avec les gens qui méritent vraiment d'y être. C'est guérir le cœur qui s'est brisé à force de porter des gens qui refusent de vous porter en retour. C'est se choisir soi-même et regarder tout changer. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous écoutez. Et si vous vous êtes éloigné de membres toxiques de votre famille, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous là à construire de meilleures familles, une limite à la fois.